Merci beaucoup pour votre accueil. Je m'excuse, j'ai pris froid à la manifestation il y a 15 jours et je ne m'étais pas assez couvert et donc je porte encore quelques traces, si vous voulez, dans ma voix. Donc voilà, mesdames, messieurs, je suis un peu dépassé par l'impact qu'a eu mon article. Je reçois tous les jours des messages d'encouragement et de remerciement, également des messages d'insultes. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie des risques. Alors, je vais vous dire pourquoi la question de ce mariage pour tous est quelque chose qui m'importe en tant que philosophe au plus haut point. Tout simplement parce que je pense, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que nous sommes en danger. Avant d'expliquer quels sont les dangers que nous fait courir ce projet de mariage pour tous, je voudrais préciser deux choses. Je pense que la question du mariage pour tous ne concerne pas la question de l'homosexualité. Et je distinguerai ici ma réflexion, une réflexion sur l'homosexualité et la réflexion qui nous appelle ici notre réflexion collective et qui concerne la norme. Donc si je critique ce projet de loi, ça n'est pas parce que je critique l'homosexualité, c'est parce que je critique la norme et le coût exorbitant de celle-ci. Je crois que l'homosexualité relève de l'histoire singulière et de la façon qu'ont des êtres de s'aimer. Et je dirais que ça ne me regarde pas. Je pense que la société se doit de respecter cet engagement affectif et amoureux qui relève de la vie privée et protéger la vie privée des personnes. Je rajouterai également que, pour moi, la question du mariage pour tous n'engage pas la moralité des homosexuels. Je veux dire que je ne doute pas de la moralité des couples homosexuels et de leur aptitude à pouvoir élever un enfant. Et pour moi, ce n'est pas ça qui est l'enjeu du mariage pour tous. Pour moi, la question du mariage pour tous, son enjeu, est un enjeu de sens. Et je crois que là où je suis très attentif, c'est que les mots qui sont employés, les idées qui sont véhiculées, sont dépourvus de sens. Et vous savez, quand à un moment les choses n'ont plus de sens, bien c'est là qu'à un moment on a affaire à des dérives et à des dérapages graves. Le premier point, c'est que la notion de mariage pour tous ne veut rien dire. C'est quelque chose que j'ai voulu expliquer et qui a parfois été mal comprise par un certain nombre des lecteurs de l'article. Quand j'ai dit « Attention, le mariage pour tous autorise la levée potentielle de l'interdit de l'inceste. » Alors pourquoi je dis ça? Parce que si on intitule ce mariage « Mariage pour tous », le fait qu'on rajoute le mot « pour tous » change totalement la signification du mariage. Demain, si le mariage, c'est le mariage pour tous, on ne pourra rien faire contre un demi-frère ou une demi-sœur qui désireront s'épouser. Et eux diront, je ne comprends pas pourquoi on me refuse le mariage, étant donné qu'on le permet aux homosexuels. Nous nous aimons. Je crois que nous avons ici quelque chose qui me paraît grave, c'est de noyer la réalité derrière les notions d'égalité et d'amour. Et à un moment, être dans le grand n'importe quoi. Demain, il peut se faire qu'un frère et une sœur disent « nous nous aimons » et je ne vois pas pourquoi vous pourriez nous refuser l'amour. Ce problème va de pair avec un problème de fond. C'est l'oubli du mariage. Je m'aperçois que les gens n'ont pas très bien compris ce que c'est que le mariage.
Je crois que le mariage renvoie au projet pour un couple de diffuser la vie. Il repose sur un homme, une femme, un enfant. Il s'agit là d'une réalité et d'une donnée fondamentale. Cette réalité, cette donnée fondamentale s'inscrit dans quelque chose qui est un tournant anthropologique et biologique majeur. La vie aurait pu se reproduire par scissiparité et division cellulaire. Il s'avère que la vie, à un moment, se reproduit à travers l'homme, la femme, la sexualité. Comme le dit Jacques Ruffier dans L'individu, le sexe et la mort, l'individu, le sexe et la mort apparaissent ensemble. François Jacob, dans Le jeu des possibles, explique que si nous vivons une reproduction qui passe par la reproduction sexuée, c'est qu'à travers la reproduction sexuée, la vie multiplie ses possibilités et ses chances d'adaptation. Donc, l'idée ici de la sexualité homme-femme et donc production d'un enfant, ça n'est pas une invention de la société, c'est une réalité fondamentale de la vie. Et là, nous avons un premier objet de débat. Je crois qu'il faut bien voir que derrière la question du mariage homosexuel, c'est la question même des données fondamentales de la reproduction de la vie qui est en jeu. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'associations et d'intellectuels homosexuels radicaux développent l'idée suivante. Fondamentalement, nous serions tous bisexuels et la société aurait choisi arbitrairement de privilégier l'hétérosexualité par rapport à l'homosexualité par répression et peur de l'homosexualité. Et donc l'idée de ces associations est de dire notre but n'est pas simplement de revenir au mariage, de permettre le mariage. Le but est beaucoup plus profond. L'enjeu de fond, c'est l'installation de la bisexualité à travers une réécriture, nous pourrions dire, de la carte même de l'humanité. Vous savez comme moi qu'il y a une théorie aux États-Unis qui s'appelle la théorie du gender, la théorie du genre. Et la théorie du gender vise à dire qu'au fond, fondamentalement, l'humanité est indifférenciée. Elle est à la fois homosexuelle et hétérosexuelle, mais on a choisi arbitrairement de privilégier l'hétérosexualité par rapport à l'homosexualité, par répression pour l'homosexualité. Et d'où la volonté, à un moment, d'installer la bisexualité, de l'enseigner dans les écoles. Vous savez qu'il y a une réécriture d'un certain nombre de manuels où l'idée de l'indifférenciation est quelque chose qui est mis en place dans les enseignements. Et il y a des associations qui ont demandé à Luc Châtel, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, eh bien de permettre à un moment la réécriture de manuels dans ce sens. Alors, je crois qu'il convient de dire ici, le premier point, de rappeler des fondamentaux. C'est-à-dire de rappeler que ce que nous appelons l'hétérosexualité n'est pas de l'ordre de la sexualité, mais elle est de l'ordre de la sexuation. Et derrière la sexuation, de la relation fondamentale qui permet à la vie de multiplier ses possibilités d'adaptation. Vous voyez bien que si demain le mariage homosexuel est mis en place, et s'il y a une égalité qui se fait entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, c'est une des données de base de la vie et de la complexité de la vie qui va être supprimée. Et donc, par là même, je dirais symboliquement, on est ici devant une mutation d'humanité, c'est-à-dire que la différence homme-femme, enfant, qui est à la base de la vie, ne va plus être le modèle qui va permettre à un moment de se structurer, mais le modèle, c'est l'indifférenciation. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien voir aussi, et c'est ce que nous disent les psychanalyses, l'indifférenciation, elle est de l'ordre de la mort. Ce qui caractérise la vie, c'est la différence, et en particulier la différence homme-femme. À partir du moment où on est dans l'indifférencié, on est dans un principe de mort.
nous naissons hommes et femmes, et ensuite nous sommes homosexuels. Et il y a ici, je dirais, une préséance de l'homme et de la femme sur l'homosexualité qu'il est important à un moment de reconnaître. Ce qui m'a fait dire dans l'article que j'ai écrit qu'il ne faut pas tout mettre sur le même plan, et en particulier la notion de genre et la notion de pratique. C'est-à-dire que lorsqu'on est homme ou femme, ce n'est pas une pratique sexuelle. Donc je ne suis pas hétéro par choix, je suis hétéro, nous sommes hétéros, parce que c'est une des données de la nature, et ensuite on est homosexuel. Donc ça c'est un problème de fond, c'est un problème de discussion, et c'est avec un enjeu idéologique important qui est la question du donné. Je crois qu'il est important de rappeler qu'il y a des données naturelles. J'entends par nature, non pas une essence figée, mais j'entends par nature un processus de croissance où la différence entre l'homme et la femme joue un rôle fondamental qui permet effectivement une expansion de la complexité. Et je considère que ça fait partie des constituants. Alors je crois qu'il est important d'expliquer qu'il y a des données de l'existence et que l'homme n'a pas tout inventé. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de lobbies économiques et un certain nombre de lobbies scientifiques sont extrêmement intéressés par l'idée du mariage, non pas dans la perspective de l'homosexualité, mais dans la perspective de ce qu'on peut appeler le constructivisme dans lequel nous sommes. Quel est l'enjeu métaphysique ? Quel est l'enjeu métaphysique du mariage pour tous ? L'enjeu métaphysique du mariage pour tous, c'est de faire valoir l'idée que tout peut s'inventer, tout peut se construire, tout peut se décréter. Donc c'est l'idée de remplacer les notions de données naturelles par le triomphe, premièrement, de la loi et deuxièmement, de la technique. Donc, il y a ici un enjeu métaphysique de fond qui est le fait de savoir si l'homme repose sur des données et une construction ou s'il repose uniquement sur la construction. Je crois que il y a des enjeux très précis, ceux qui sont pour le mariage veulent imposer l'idée que tout peut se construire, que tout peut se décréter, que tout peut s'inventer. En disant ça, je me réfère à un livre d'Olivier Rey, mathématicien, qui a écrit ce livre intitulé « Une folle solitude ». Et dans cette folle solitude, il pointe du doigt ce qu'il appelle la structure du monde contemporain dans lequel nous sommes, qui est ce qu'il appelle le fantasme de l'homme autoconstruit. Le fantasme de l'homme autoconstruit. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de dire l'homme, on va le faire. L'homme ne relève pas sur des données qui reviennent de l'être, et derrière l'être, le mystère de la vie. L'homme est quelque chose que l'on va fabriquer. J'entendais le propos d'une collègue homosexuelle dans la salle des profs qui disait « Pour l'instant, on ne peut pas faire d'enfants, mais avec la science, on va y arriver. » J'entendais également hier, dans une discussion, quelqu'un me dire « Il y a des essais qui sont faits aux États-Unis pour que des hommes puissent porter un enfant dans leur ventre. » Donc il faut faire attention. Nous avons affaire à ce qu'on appelle la néo-humanité, dans laquelle Google investit énormément afin de faire advenir ce qu'on appelle l'humanité modifiée et derrière le transhumanisme. Donc, si vous voulez, les enjeux de fond sont les suivants. Je pense qu'il y a un désir de modifier radicalement les données de l'être humain en le débarrassant. Alors, ne parlons même pas de Dieu, c'est un mot honni et banni dans notre pays, mais même la notion de réalité, de données de réel et de nature est quelque chose que l'on veut évincer pour le remplacer par une idée purement constructiviste de l'homme. C'est-à-dire que l'essence de ce projet est totalitaire. Il faut bien voir qu'il y a eu le fascisme qui voulait créer une race supérieure, il y a eu le communisme qui voulait créer une classe supérieure. Maintenant,
nous sommes partis dans ce qu'on appelle la fabrication de l'humain et la fabrication d'une néo-humanité totalement désolidarisée de la notion de réel. René Girard disait « Le réel est l'ennemi public numéro 1 du monde contemporain dans lequel nous sommes. » Donc il faut bien comprendre que la question du mariage pour tous dépasse complètement la simple question de l'homosexualité. Elle met en jeu la notion de réalité. Merleau-Ponty disait que l'homme est autant naturel qu'historique. Aujourd'hui, on veut gommer la notion même de nature et faire de l'homme un être purement historique que l'on va pouvoir fabriquer en laboratoire en pratiquant des expériences nouvelles. Alors je dis qu'aujourd'hui, nous retrouvons les mêmes symptômes qui existaient dans l'apparition du nazisme vers les années 35-36. Sauf qu'aujourd'hui, le néofascisme qui nous menace ne va pas se faire sur des mots d'ordre d'extrême droite ou bien d'extrême gauche, il va être lié à la démocratie, à la technologie. Et qui nous a prévenus de ça? Platon nous avait dit attention, attention au constructivisme démocratique. Il disait ça déjà il y a 2600 ans avant Jésus-Christ. Et plus récemment, c'est Tocqueville qui a dit attention, la démocratie est hantée par ce qu'on peut appeler le phénomène de la tyrannie douce. Donc c'est le premier point. Il faut percevoir que derrière l'enjeu du mariage pour tous, il y a ce qu'on peut appeler une lutte métaphysique et ce qu'on peut appeler une guerre métaphysique totale. On ne veut pas, il y a des instances idéologiques qui ne veulent plus entendre parler de la notion non seulement de Dieu, ça c'est évident, mais la notion même d'être et de réalité. Donc, c'est de faire effectivement triompher un monde où tout serait construit, décrété, et à un moment inventé par la technologie. Si lisez dans le Nouvel Observateur l'article de Boris Cyrulnik, où celui-ci explique que demain, par la biologie et la technologie, on va pouvoir effectivement réaliser une nouvelle famille, et donc une mutation anthropologique importante. La deuxième idée, j'en développerai encore deux. Donc, je crois que qu'est-ce qui est nouveau dans la question du mariage pour tous? C'est le fait, à un moment, de bouleverser totalement les données fondamentales, premièrement, de l'existence humaine et deuxièmement, de la filiation. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, la famille passe par la complémentarité de l'homme et de la femme et du père et de la mère. On va supprimer cette complémentarité et à un moment, on va avoir une autre définition de l'humanité qui sera fondée non plus sur la complémentarité homme-femme ou bien encore sur la complémentarité père-mère, mais sur la notion de droit. C'est-à-dire que vous voyez, moi, quand je veux parler mariage, je veux parler réalité et je veux parler des données de la réalité. Et aujourd'hui, quand on parle mariage, on ne parle plus de réalité, on parle uniquement du droit. Je ne conteste pas pour les homosexuels le droit de s'aimer, mais je voudrais également qu'on respecte la réalité et de dire que le droit se fait dans le cadre d'une réalité et pas en dehors de la réalité. Le deuxième point qui me paraît important, c'est dans le statut de l'enfant, puisque c'est ça qui vous intéresse au plus haut point. J'ai dit effectivement que nous sommes dans un monde qui est le monde de la confusion. Pourquoi? Parce qu'on veut établir des équivalences entre des domaines qui ne sont pas équivalents. Deux hommes, deux femmes, ce n'est pas la même chose qu'un homme et une femme. Deux pères, deux mères, ce n'est pas la même chose qu'un père et une mère. Un enfant que l'on fait, ce n'est pas la même chose qu'un enfant que l'on fait faire. Aujourd'hui, on est en train de brouiller l'ensemble des distinctions en établissant des équivalences et en disant c'est la même chose. Je ne juge pas moralement l'homosexualité.
Mais je dis la chose suivante, je suis désolé, 2 hommes et 2 femmes, ce n'est pas la même chose qu'un homme et une femme. Et il faut arrêter de noyer les mots et les réalités derrière des notions de droit ou d'amour. Alors ceci a des implications au niveau de l'enfant à partir du père et de la mère et à partir également de l'enfant. Premièrement, je crois qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et un enfant a le droit de savoir qui est son père et qui est sa mère. Si demain, on permet non seulement le mariage pour tous, mais si on permet l'homoparentalité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante qui relève d'un déni de droit. Pour que des couples homosexuels puissent être égaux aux couples hétérosexuels, il faudra que les enfants des couples homosexuels ne soient pas des enfants comme les autres. On leur supprimera arbitrairement aux uns leur père et aux autres leur mère. Et là, je crois qu'on n'a pas le droit de le faire. Je crois qu'un enfant, à un moment, légitimement, demandera à un couple homosexuel « Où est mon père et où est ma mère ?» Et quelle est la tête qu'il fera si on dit « Écoute, ta mère, elle est quelque part en Ukraine, on t'a fait faire, et c'est comme ça, si tu veux la voir, il faudra que tu ailles en Ukraine. » Et il dira « Mais pourquoi? Pourquoi les autres ont une mère et pourquoi moi, j'en ai pas ?» Ou alors, on dira « Ton père, écoute, on ne sait pas, c'est des paillettes. À un moment, on t'a fait faire et tu es né de père inconnu. » Donc je pense ici qu'il y a un problème d'égalité et un problème qui va se poser et un problème d'origine. Et quand je dis qu'on a besoin d'un père et d'une mère, je pense qu'effectivement, on a besoin de se structurer à travers la complémentarité entre le féminin et le masculin, mais également entre la paternité et la maternité. Et il y a un moment, il y a des enfants qui ne connaîtront jamais pour les uns la paternité et pour les autres la maternité. Donc je crois qu'il y a là quelque chose qui est une sorte de rapt ou de vol qui a été fait aux enfants de leur propre structuration. Je crois également qu'on rentre dans quelque chose de dangereux en voulant mettre sur le même plan, premièrement, un enfant que l'on fait et deuxièmement, un enfant que l'on fait faire. Et effectivement, j'ai dit, un enfant que l'on fait est une personne. Un enfant que l'on fait faire est une marchandise. Et je dirais qu'effectivement, on s'aperçoit que Lionel Jospin a raison de dire qu'il y a un droit de l'enfant, mais pas un droit à l'enfant. Aujourd'hui, avec cette idée de la PMA, c'est-à-dire de la procréation médicalement assistée, on s'aperçoit que l'enfant en tant que personne n'existe plus. Qu'est-ce qui existe? C'est le désir des adultes d'avoir un enfant et non pas la réalité même de l'enfant. Je m'aperçois que la vie est bien faite. Lorsqu'un couple s'aime, qui fait un enfant, l'enfant est donné et il est reçu comme un don et il n'est pas une chose que l'on manipule et que l'on trimballe. Malheureusement, ces dernières années, il en va autrement. Un certain nombre de couples hétérosexuels, je crois, ont montré le mauvais exemple en commençant à désirer un enfant par tous les moyens et en demandant le secours de la science pour pouvoir y parvenir. Je comprends très bien qu'un certain nombre d'homosexuels disent « mais je ne comprends pas pourquoi vous nous refuseriez à nous le droit de la PMA alors que vous le permettez à des couples hétérosexuels. » Et ça, c'est un problème collectif qui ne concerne pas simplement l'homosexualité, mais qui concerne notre rapport à l'enfant. Avec cette question, est-ce que nous ne sommes pas en train de délirer collectivement sur l'enfant? Qu'est-ce que c'est que ce désir invraisemblable d'avoir des enfants et qui fait qu'on veut y arriver par tous les moyens? Je trouve qu'il y a là quelque chose dont la conséquence est la suivante, c'est que quelque part, le rêve de l'adulte d'avoir un enfant devient tout, alors que la réalité de l'enfant en tant que personne n'existe plus. Et vous voyez, à un moment, comment les choses s'enchaînent. À partir du moment où il n'y a plus de données naturelles, il n'y a plus de dons, de réalité qui est donnée au départ. À partir du moment où il n'y a plus de dons et de réalité qui est donnée au départ,
et que tout est construit, nous apercevons que la notion même de personne n'existe plus. La notion de personne veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose d'irréductible à l'intérieur de la personne humaine, de sacré, qui fait que je ne peux pas l'utiliser comme une chose. Et que quelque part, l'être humain n'est jamais une chose. Je crois qu'avec la question de la PMA, ce qui est en jeu, c'est ce qui est remis en question, c'est la notion même, je dirais, de droit de l'homme. Et le deuxième point que je voudrais souligner, aujourd'hui, la gestation pour autrui n'est pas autorisée. C'est vrai, mais elle est réclamée à grands cris par les écologistes et Noël Mamère. Et par ailleurs, j'ai envie de dire que nous n'y coupons pas. Si demain, le mariage pour tous est permis, d'une manière ou d'une autre, ça prendra le temps que ça prendra, mais la PMA sera permise, et la PMA sera permise, il y aura également la GPA qui sera permise, c'est-à-dire la gestation pour autrui. Et là, on va rentrer effectivement dans un monde de la marchandisation, c'est-à-dire qu'il va falloir louer des ventres, payer les mères qui vont porter des enfants, et en même temps avec tous les problèmes auxquels on a affaire, et des problèmes qui sont parfois tragiques et grotesques. Il y avait quelque chose qui avait choqué les Américains, c'est qu'à un moment, il y avait un couple qui avait loué les services d'une mère porteuse. La mère porteuse accouche, elle présente l'enfant aux parents, et les parents disent « on n'en veut pas, il n'est pas à notre goût », et on renvoie l'enfant. On imagine un enfant qui grandit dans cette atmosphère, comment les choses se produisent. Donc on a affaire là à quelque chose qui est gravissime au niveau de la personne humaine. Résumons-nous. Nous avons à travers la notion de mariage pour tous. Il faut savoir que les choses ont un coût et qu'à un moment dans la vie, tout se paye. On peut très bien faire le mariage pour tous. Mais il faut savoir que si la gauche et le gouvernement passent en force, veulent à un moment, par une majorité parlementaire de quelques centaines de milliers de voix, modifier complètement les racines, les sources de l'être humain, bien, à un moment, je dirais qu'il y a 4 choses très graves qui vont se produire. Je reviens sur cet interdit de l'inceste. Tôt ou tard, la question de l'interdit de l'inceste et de la levée de l'interdit de l'inceste va se poser. Deuxièmement, il y a la différenciation sexuée va être remise en question et ne va plus être le modèle même du développement de la vie. Troisièmement, j'ai envie de dire que la question même de la paternité, de la maternité, de la définition même de la famille va être remise en question. Et quatrième point, nous pouvons dire que le respect même de l'enfant va être remis en question. Donc je pense, si vous voulez, que le problème est un problème de fond et c'est un problème qui repose, qui invite une réflexion et une réflexion métaphysique sur les sources mêmes de l'existence. C'est-à-dire que je crois que, vous voyez, on m'avait demandé, Christine Boutin m'avait demandé de venir, de réfléchir avec elle sur la Constitution et de dire, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre Constitution et qu'est-ce qu'il faudrait introduire pour effectivement penser l'avenir? Eh bien, j'ai dit, écoutez, il faudrait faire intervenir la notion suivante, qui est la notion de limite. C'est-à-dire, c'est la chose la plus importante à comprendre pour notre monde, c'est qu'à un moment, tout ne s'invente pas, tout ne se décrète pas. Le réel existe, il y a des données fondamentales de l'existence qui passent par l'homme, la femme, le père, la mère, qui passent par l'enfant, qui passent par le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux. Et à un moment, il faut calmer notre appétit transgressif de pouvoir tout nous permettre. Léo Strauss disait, ce qui menace le monde occidental, c'est le nihilisme. Et la formule du nihilisme, c'est tout est possible. Eh bien, il faut effectivement montrer que tout n'est pas possible,
que le réel existe, que les personnes existent, et qu'à un moment, je dirais que tout n'est pas permis pour pouvoir satisfaire les fantasmes des adultes. Donc, aux États-Unis, vous avez un des mots d'ordre qui est « no limit ». On ne veut pas entendre parler de limites. On veut à un moment pouvoir tout se permettre et dont tout est possible. Or, tout n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui nous sauve. Autrement dit, ce qui est en jeu derrière tout ça, c'est la notion même de sagesse et la notion même de raison. À un moment, et je crois que nous sommes effectivement menacés par le fantasme de l'homme autoconstruit. Et c'est celui qui risque à un moment d'introduire à l'intérieur de notre monde ce qu'on pourra appeler un totalitarisme dont personne n'a encore vu les conséquences. Pourquoi ? Parce que par définition, nous pensons que la démocratie est le contraire du totalitarisme. Alors il faut faire très attention, et Platon et Tocqueville nous disaient, faites très attention, qu'au nom de la démocratie, on installe une tyrannie. Je vous remercie.